Bon, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième partie donc, qui est une table ronde. Donc, avant de démarrer cette table ronde, je vais laisser les intervenants, nos experts se présenter. Je vais rebondir sur trois mots qui extraient du nuage de mots qu'a présenté Garance au début, parce que je trouve que c'est trois mots sur lesquels j'aime bien me concentrer. Alors, elle a parlé de confiance, elle a parlé de continuité, et puis elle a parlé aussi, le dernier mot, d'anticipation. C'est les trois mots sur lesquels on va essayer d'orienter un peu cette table ronde. Alors, déjà, pourquoi confiance? Parce que je trouve que c'est important quand on a un contexte réglementaire de se dire que tout ça, c'est pas juste pour embêter les gens. On pourrait le prendre un peu comme ça au début, mais en fait, non. En fait, c'est vraiment... Je pense que DORA, comme d'autres réglementations, avant tout, c'est fait pour établir de la confiance. Déjà, la confiance en ce que l'on fait nous-mêmes, ensuite la confiance que l'on a en nos partenaires, et puis à la fin aussi, la confiance que nos clients nous donnent, que nos clients, puisque a priori, on a des clients derrière tout ça. Le deuxième mot, c'est continuité. Alors pourquoi continuité? Parce que déjà, DORA, on va beaucoup parler de continuité de service, mais j'aime bien aussi ce mot parce que DORA n'est pas tombé comme ça du ciel. Il y a une évolution et c'est une progression déjà de ce qu'on peut appeler un millefeuille réglementaire qui existe déjà. Donc c'est pas complètement nouveau. Enfin, DORA est relativement nouveau, mais en fait, les concepts ne sont pas tombés de nulle part. Donc il y a vraiment une continuité. Et puis le troisième mot, ça va être anticipation, parce que le 17 janvier, c'est demain. Donc j'imagine que tous ceux qui n'ont pas anticipé vont avoir du mal à être à l'heure pour le 17 janvier, mais aussi parce que l'anticipation, c'est souvent la recette, le mot-clé de la continuité de service. Ça veut dire qu'on ne peut être en continuité de service que si on a bien anticipé tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer, que ce soit chez nous ou chez les prestataires. Donc on va vraiment essayer de tourner autour de ces trois termes. Donc voilà, je vais rejoindre mes trois invités, Odile, Philippe et Frédéric. Je vais laisser probablement se présenter eux-mêmes. Donc on va commencer par vous, Odile. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Odile Dutil, moi je suis directrice cybersécurité pour le groupe Caisse des dépôts. Bonjour à tous, Philippe Coué, CISO adjoint du groupe Crédit Agricole. Bonjour, mon nom est Frédéric Janin et je suis directeur des activités régaliennes pour la Banque Postale. D'accord, très bien. Bon, après cette brève introduction, vous auriez pu passer un peu plus de temps, on aurait pu faire un peu plus si tu veux. Mais c'est pas grave, je vous poserai plus de questions, c'est comme ça. Donc c'est voilà. sur LinkedIn, sinon si vous voulez. Sinon, voilà. Allez directement sur LinkedIn, vous en saurez plus. Puisqu'on parle de continuité, moi j'ai envie de commencer en me disant, et je posais la question à Frédéric, c'est donc DORA, une nouvelle réglementation, comment tout ça s'articule dans ce fameux millefeuille réglementaire dont on parle, même si DORA est spécifiquement pensé pour les institutions financières? Oui, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup cette expression de millefeuille réglementaire parce que c'est vrai qu'en tant qu'organisme financier, on est confronté aujourd'hui à une multitude de réglementations, qu'elles soient sectorielles, liées à notre activité, finalement des choses qu'on connaissait plutôt bien, mais également des grandes lois très structurantes qui ne sont plus sectorielles mais génériques, françaises ou européennes d'ailleurs, que ce soit la LPM, que ce soit Nice, le RGPD et évidemment DORA aujourd'hui. Donc le défi auquel on est aujourd'hui confronté, c'est d'essayer d'articuler un petit peu tout ça dans un dispositif global de conformité cyber. Et c'est vrai que l'arrivée de DORA a pas forcément changé la donne, mais nous a demandé de nous structurer peut-être de manière un petit peu différente, de par le caractère extrêmement transverse qu'elle peut avoir. Et c'est vrai qu'on a été chercher un certain nombre de directions ou de métiers qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'adresser avec les réglementations antérieures. D'accord, très bien. Alors, comme je disais, le premier réflexe, on va dire humain, c'est « Oh là là, tout ça, ça va nous coûter beaucoup d'argent à mettre en place, forcément ». Je vais vous poser la question à vous, Philippe. Ça coûte cher, tout ça, de mettre en place ça? Non, c'est gratuit. C'est une bonne nouvelle. Non, mais trêve de plaisanterie. Oui, alors je rajouterai un petit point aussi sur la réglementation, et après je répondrai à la question, bien évidemment. Je rajouterai aussi des réglementations sur la data, par exemple, qui ont amené... Alors, effectivement, historiquement, c'était très axé déjà risque, la réglementation bancaire. On se souvient de BAL 2, BAL 3, MIFID 2, la transparence sur les marchés. Et puis après, il y a eu des réglementations sur la data de type BCBS 239 pour, en tout cas, mieux gouverner les données plutôt risques, GDPR. Et puis là, on arrive effectivement sur une réglementation IT risque
qui effectivement drive un peu différemment, en tout cas, l'aspect réglementaire dans la banque. Donc au-delà du business bancaire, il y a un prisme IT en propre, qui est résilience de l'IT, qui est pris, en tout cas réglementairement parlant, ce qui est un peu différent, à mon sens, de ce qu'il y avait auparavant, où l'IT était indirectement impacté, fortement, mais indirectement par le business. Voilà, et donc là, on reprend, là c'est plutôt l'IT qui va retirer le business. Donc en fait, on se retrouve à avoir une réglementation en fait, qui rejoint un peu, qui a un autre axe d'approche, mais qui rejoint les réglementations précédentes. Alors sur le coût, oui, forcément, il y a un coût. Donc pour répondre à la question, il y a un coût pour plusieurs raisons. Alors notre avocate nous a expliqué, en tout cas précédemment, pas mal de choses. Donc il y a pas forcément, c'est pas une révolution, mais il y a des nouvelles demandes. Donc les nouvelles demandes ou de type, effectivement, tout ce qui est risque sur les fournisseurs. Il y a aussi tout ce qui est nouveaux tests de pénétration sur la menace. Donc ça, c'est pour se mettre en conformité, ça coûte forcément un petit peu d'argent pour pouvoir se mettre en conformité par rapport à ces nouvelles demandes. Deuxièmement, c'est le timing. On a vu le timing, 2 ans, plus, ou même quelques mois avant de se mettre en conformité. Donc quand on fait en général un projet de transformation dans un délai court, ça coûte forcément plus cher que quand on le fait sur un délai plus long. Et puis après, la troisième raison, là, ça serait plus une raison en propre chez nous. Par exemple, au sein du groupe Crédit Agricole, on a un modèle de banque qui est plutôt fédéral, ce qui veut dire des entités multiples, des caisses régionales. On se retrouve avec peut-être 50 entités juridiques en France et à l'étranger, qu'on doit effectivement amener en conformité, ce qui, en tout cas, met en parallèle des équipes projets différentes, une structure de gouvernance millefeuille aussi, entre guillemets, ce qui augmente en tout cas les coûts de mise en conformité. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. En tout cas, moi, il y a toujours un flou. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. On a parlé, Garance, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Oui, effectivement. Non, depuis là, c'est pas grave. Mais on a parlé de réglementation, de loi, de directives. Et moi, pour moi, c'est toujours un peu un flou, tout ça, la différence. Et en tout cas, ce qui est sûr, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous avez reçu une lettre de rappel récemment pour vous dire hey, Dora, n'oubliez pas, c'est le 17 janvier, où en êtes-vous? Donc c'est la preuve qu'il y a vraiment une vraie pression. On n'est pas dans la recommandation juste, hein, on a vraiment une pression là-dessus. Donc comment vous avez, Odile, vous, commencé à anticiper et à implémenter ce règlement? Alors en fait, nous, à la Caisse des dépôts, on l'a pris finalement comme un projet de mise en conformité, mais en fait, on l'a dit, Dora, c'est vraiment de la résilience opérationnelle et donc c'est très transverse à tout l'établissement public qu'est la Caisse des dépôts. Donc on s'est dit c'est un programme hein, qui va impacter finalement du sol au plafond parce qu'il y a aussi des cadres dirigeants qui sont en responsabilité, comme l'a expliqué Garance Mathias, mais on a aussi les métiers, on a les juristes, les achats, l'IT et évidemment la cybersécurité sur l'aspect résilience. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est finalement on va construire un programme, un projet, qui va en être responsable et qui va être le sponsor. Alors, dans les banques que je connais, souvent, le programme Dora, en fait, est sous la responsabilité de la direction de la cybersécurité. Parce qu'il y a des aspects techniques et des aspects d'accompagnement des métiers qu'on fait finalement déjà. Donc, chez nous, c'est apparu comme étant assez évident. Évidemment, avec l'appui du service juridique, évidemment avec l'IT, les achats et puis l'ensemble des métiers. Mais néanmoins, le porteur du programme, il est dans mes équipes. Après, on s'est posé la question, c'est bien, comme c'est très transverse à tout l'établissement public et que vraiment c'est à tous les étages hiérarchiques, qui va être le sponsor? Alors moi, je rapporte à la direction des risques. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais je suis à la direction des risques. Ma directrice des risques, c'est très bien, mais c'est un sponsor naturel. C'est-à-dire que voilà, c'est ma hiérarchie, c'est normalement ma sponsor. C'est mieux, disons. Donc je suis allée chercher plutôt quelqu'un qui est aussi au COMEX, mais qui est la secrétaire générale adjointe et en fait qui est en charge toute la partie achat et toute la partie IT. Et comme ça me donne déjà, au COMEX, j'ai déjà 2 interlocutrices, ce sont 2 femmes pour le coup, qui sont mes sponsors. Donc je pense que dans la construction du programme, ça c'est hyper important, parce que ça me donne du poids et ça donne une voix, en fait, pour que le programme Dora prenne toute son ampleur. Donc ça, je pense que c'est aussi la deuxième chose à faire, c'est vraiment se poser la question du sponsorship.
Puis après, c'est une démarche assez classique, hein, finalement. Hein. On a des textes, Garance Mathias a expliqué ce matin, hein, c'est assez bien quand même documenté. On fait son analyse de gap, voilà, on regarde ses différences, où on en est. Et puis, il faut se poser peut-être la question de, voilà, quel est mon effort, mais quel est mon effort aussi par rapport à la valeur ajoutée pour typiquement la Caisse des dépôts, pour l'établissement public, quelle sera ma valeur ajoutée? C'est bien de mettre toutes mes politiques en fait, d'équerre pour être vraiment conforme à DORA à 200%, mais peut-être c'est un gros effort pour une valeur ajoutée finalement moindre. S'intéresser plus, par exemple, aux tests de résilience et aller plus loin dans les tests de résilience, ça c'est une vraie valeur ajoutée. Et ça peut être plus intéressant pour un effort finalement qui est peut-être un petit peu moindre. Donc c'est des choses comme ça, c'est cette valeur, en fait, cette analyse de gap à faire sous ce prisme-là qui me semble aussi importante. Et pourquoi? Parce qu'après, naturellement, c'est le budget. Et c'est d'autant plus facile à défendre que les entités qui travaillent dessus, finalement, elles sont chez mes sponsors. Donc voilà, c'est un écoulement un petit peu naturel qui se fait pour le projet. D'accord, donc important de trouver d'abord les sponsors et puis ce qu'on appelle en anglais les low hanging fruits. Donc effectivement là on peut avoir un retour sur investissement très visible et rapide en premier. Et donc vous Frédéric, justement puisque c'est un projet qui est transverse, on voit bien qu'on parle de RSSI, de DPO éventuellement, de juridique. Donc vous avez réussi à monter, comment vous avez fait pour arriver à monter cette équipe chez vous en fait? Alors, ça a été en toute transparence. Hein, au départ, ça a été un petit peu poussif, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, avant de se lancer tête baissée dans ce programme de mise en conformité, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de spécificités liées à DORA qu'on n'avait pas forcément dans les autres réglementations, qui est que finalement, on essayait d'atteindre une cible mouvante, en tout cas une cible qui était partiellement connue. Puisque si on avait effectivement la partie chapeau de la réglementation qui était bien disponible, tous les standards d'implémentation ont été publiés au fil de l'eau. Et les derniers, pas plus tard que cet été. Donc c'est vrai que ça a nécessité en fait quelque chose que je défends ardemment, qui est la mise en place en fait d'une veille cyber pour être relativement proactif sur ces sujets-là, suivre les travaux et finalement les subir le moins possible, mais savoir un petit peu anticiper ce qui nous attend. Donc ça, c'est vrai que ça a été l'occasion de défendre ce type de process. Et puis après, évidemment, comme sur d'autres sujets de mise en conformité, l'idée, ça a été de mettre en place une organisation dédiée, de savoir fédérer les différentes équipes, puisque là aussi, comme on le disait tout à l'heure, on va faire appel à des gens qui a priori étaient un peu moins concernés sur des réglementations précédentes, donc il a fallu beaucoup évangéliser. Ça a été aussi quelque chose de très important. Et puis également quelque chose qui me tient à cœur, c'est anticiper dès le départ le maintien de la conformité dans le temps. Et c'est vrai que sur tous les projets IT, on est généralement très très fort sur le build, et après quand on a envie de passer, enfin quand on passe en run, là c'est un petit peu Waterloo morne pleine. Donc là l'idée c'est aussi de savoir anticiper le maintien de la conformité dans le temps en s'intégrant autant que possible dans des process déjà existants qu'on a sur le maintien de la conformité d'autres référentiels. D'accord, merci. Alors si on revient sur un côté un peu plus technique, j'ai bien compris avant tout, quand on parle de continuité de service, déjà il faut savoir quels sont les services critiques de l'entreprise. Et moi, ce que je vois dans mon rôle, en tout cas c'est une impression que j'ai, je peux me tromper, j'espère me tromper, c'est que souvent c'est vraiment le challenge, le défi de savoir, ça peut sembler simple de savoir ce qui est critique, mais surtout comment ça se décline, toute la chaîne en fait, comment toute cette chaîne critique se décline concrètement au niveau de l'IT, au niveau de l'informatique. Donc, je ne sais pas, Odile, comment vous avez fait justement pour identifier ces services critiques et pour arriver justement à les mapper à la réalité sur le terrain, en fait? C'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est vraiment au centre de la réglementation, hein, cette définition des fonctions critiques et des fonctions importantes. Alors, Garance l'a rappelé ce matin, on est dans un monde réglementé, donc tout ce qui était PSE, PS2E, voilà, on l'avait déjà. Après, ce qui est important, c'est finalement d'avoir une approche, en tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de décliner, de bien cartographier finalement ces processus.
On est une banque, mais pas que, et on a des processus bancaires, on en a d'autres qui traitent évidemment de la partie financière, mais néanmoins c'est bien d'avoir une bonne cartographie de ces processus, après de définir dans ces processus ceux qui sont effectivement critiques pour l'établissement public en l'occurrence, et après derrière on descend au niveau des fonctions et après des applicatifs. La question étant de combien on va avoir d'applicatifs critiques à la fin. Alors, si on pose la question au métier, on va avoir une réponse. Parce que, évidemment, l'application pour eux est critique, puisque c'est ce qui les empêche de travailler ou pas. Donc, c'est pour ça, ce qui est intéressant, c'est de ne pas seulement poser la question au métier, mais aussi de regarder, de se référer au texte. Et puis, encore une fois, après, de refaire valider au niveau du COMEX, voilà, j'ai ça comme processus critique, mes fonctions critiques, c'est ça, et donc ça s'appuie sur tels applicatifs. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est pas au moment de la crise qu'on va faire ça. Il faut le faire à froid. Anticipation. Voilà. Et là, le terme anticipation prend clairement tout son sens. Et donc, c'est là où, effectivement, faut avoir cette vision un peu top-down pour tout rattacher à ces process. Parce que les process, en fait, ils sont transverses à l'entreprise. Donc, quelque part, ils sont comme Dora. Et ils sont indépendants des organisations. Ils ne s'arrêtent pas à la frontière de la direction des risques ou à la frontière de la DRH. Ils sont vraiment transverses. Et donc c'est comme ça finalement qu'on a procédé. Alors on avait eu un travail, nous, déjà il y a 2 ans. On en avait revisité en fait nos définitions parce qu'on a travaillé sur la cyber-résilience. Alors ce n'est pas complètement de la résilience opérationnelle, mais on avait travaillé sur la cyber-résilience et on s'était fait accompagner pour voir finalement quels sont nos risques majeurs cyber. Donc, évidemment, le risque de cyberattaque du ransomware avec perte partielle ou totale du SI, évidemment, c'est le haut de la pile, suivi très, très rapidement par la fuite de données et le déni de service. Donc, une fois qu'on a fait à peu près ces 5 risques, ça donne finalement là où il faut qu'on mette l'accent en termes de reprise d'activité, de reconstruction. Donc, c'est déjà un travail qu'on avait identifié. Donc, on avait un peu pris de l'avance parce qu'il fallait le faire, parce que c'est des choses de bonne santé finalement d'une institution bancaire, d'une institution financière, parce qu'on est une institution financière. Donc c'était ça, c'est ce qui aussi nous a guidés. Donc la revisite finalement de tous nos process avec la cartographie et ce programme de cyber-résilience qui nous a apporté, par rapport à notre gestion des risques, un éclairage un petit peu différent. D'accord, très bien. Donc, si j'ai bien compris, vraiment, le risque numéro 1, c'est, on va dire, tout ce qui est autour du ransomware, donc perte des données, impossibilité de mener le service. Et puis, le numéro 2, c'est l'exfiltration, donc la diffusion de données, des données. Alors, tant qu'on contrôle son propre SI, je dirais, quelque part, on sait quel levier on a pour activer, mais dès qu'on va rentrer justement au niveau des prestataires, sur lesquels on va forcément s'appuyer, ça devient plus compliqué. Philippe, comment vous faites pour retrouver cette confiance dans nos prestataires et qui, confiance, n'exclut pas le contrôle d'ailleurs? Oui, alors on a déjà confiance en nos prestataires, quand même, sinon on ne les prendrait pas. Alors oui, alors effectivement, Dora nous apporte une grille de lecture, on va dire, structurée et de marché, ce qui est important. Donc effectivement, on a une régulation là qui nous permet d'avoir vraiment une analyse de risque qui soit normée sur les fournisseurs, mais pas que. Au global sur la résilience. Donc ça, c'est quand même important. Pour le coup, sur les fournisseurs, c'était expliqué d'ailleurs ce matin par Garance, effectivement, c'est pas simplement niveau 1, quoi. Donc ça, c'est un peu la problématique d'avoir des fournisseurs qui, eux aussi, doivent, pour le coup, de leur côté, nous fournir les informations des niveaux X qu'il y a derrière. Et donc ça, suivant le type de fournisseur que peuvent avoir certaines entreprises, nous, on est une banque du CAC 40, on va dire qu'en règle générale, sauf sur vraiment une niche très précise, sur un métier très pointu, on a plutôt des fournisseurs de taille assez importante. Et en règle générale, on n'est pas les seuls clients. Donc ça fait déjà partie d'un critère qui est important, le pourcentage du chiffre d'affaires que fait le fournisseur chez nous. Et ça, c'est pas Dora, on l'avait déjà. Donc pour nous, en tout cas, on a cette problématique-là en plus, mais vu nos fournisseurs qui sont d'une taille quand même raisonnable, on est plutôt confiant sur le travail qu'ils vont pouvoir faire de leur côté pour nous fournir les informations.
Mais par contre, ce qui veut dire qu'on en est encore un petit peu loin là, par rapport à janvier, en tout cas de 2025, sur la mise à disposition d'un registre d'information sur les contrats, une remédiation, alors une analyse de risque de tous les contrats, une remédiation de tous ces contrats-là. Donc on les priorise, et c'est priorisé plutôt avec le chiffre d'affaires. Là, en l'occurrence, on priorise les plus gros fournisseurs dans un premier temps. Mais effectivement, on a tout ce travail-là à faire, et c'est, on va dire, un stream assez important du programme, qui concerne les achats, le juridique, la compliance, et qui est mené, encore une fois, avec notre groupe, que j'expliquais, au modèle fédéral, dans une 50aine d'entités différentes. Donc, ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir une vision globale des choses. Et on parlait de fonctions critiques et importantes. Nous, on a des fonctions critiques et importantes dans les entités, mais aussi au niveau du groupe, qui ne se recoupent pas forcément. Donc, en fait, ça demande à avoir une vision processus au niveau du groupe, ce qui était, on va dire, pas forcément le point fort du groupe bancaire, dans lequel on a même d'autres groupes bancaires. On se souvient des approches processus déjà depuis, je sais pas, une quinzaine d'années. Peut-être que vous avez travaillé il y a 10-15 ans sur de Lean Six Sigma pour améliorer les processus de l'entreprise. Après, voilà, ça dit. Après, on est passé à la data parce qu'on estimait que c'était peut-être plus simple et que ça permettait de transversaliser mieux. Et là, on revient au processus. Donc, on a cette problématique-là aussi d'avoir ce millefeuille de gouvernance, de contrats qui se chevauchent entre entités juridiques et de reprise en compte, en tout cas de remédiation de ces contrats-là qui vont demander des mois de travail. Donc, en fait, il y a un contrat, voilà, le contrat de confiance, pas de publicité. Donc, vous faites confiance à vos prestataires parce que vous les connaissez bien, vous travaillez avec eux depuis très longtemps. Mais par rapport après aux prestataires de niveau 2, comment ça se passe? C'est votre prestataire de niveau 1 qui lui-même engage là-dessus? Est-ce que ça veut dire que finalement tous ces prestataires sont eux-mêmes DORA? Oui, on leur demande, nous on a des exigences effectivement vis-à-vis de nos prestataires en termes d'information, de description de services et d'éventuelles sous-traitances de niveau supérieur. C'est comme la sous-location d'un appartement étudiant. Voilà, ou du Airbnb, il faut faire attention. Donc, effectivement, on est en droit de demander à nos prestataires ces informations-là, auquel cas, s'ils ne nous les fournissent pas, on est en droit d'arrêter, en tout cas d'avoir une stratégie pour arrêter la collaboration et les services de sous-traitance avec cette entreprise. D'accord, ok. Alors tout à l'heure, on a parlé de sponsorship, c'est d'arriver à trouver justement les gens qui sont à même de faire avancer ces projets. Alors évidemment, contrairement à d'autres, on va dire, réglementations comme GDPR, je trouve que DORA, je pense qu'elle est va vite sensibiliser les entreprises, alors financières en l'occurrence, puisque derrière, le risque, c'est la perte de service. Et qui dit perte de service, dit perte de business, perte de clients. Donc, de toute façon, je pense qu'il y a des sponsors assez naturels qu'on va trouver. Mais est-ce que ce n'est pas, Frédéric, justement, la grosse difficulté qui identifier et dans quelle mesure ces personnes vont pouvoir intervenir et jusqu'où? Oui, tout à fait. Au sens large, j'ai envie de dire, toute la question ressources sur DORA se pose, que ce soit trouver les bonnes ressources en interne pour organiser cette mise en conformité, le bon sponsorship, parce qu'effectivement, on peut se poser la question de, finalement, est-ce que la balance va plutôt pencher résilience, risque opérationnel? Est-ce qu'elle peut plutôt pencher côté DSI? J'ai envie de dire que les deux points de vue peuvent se défendre. En ce qui nous concerne à la Banque Postale, on n'a pas choisi, puisqu'on a deux co-sponsors. D'un côté, la DSI, de l'autre côté, le directeur des risques opérationnels, ce qui permet d'avoir un petit peu une vision à 360 degrés du périmètre, entre guillemets, impacté par DORA, en tout cas des plus grands pans impactés par DORA. Et puis, effectivement, j'évoquais rapidement la question de la ressource autour de DORA. On se rend bien compte que DORA va demander un certain nombre
de profils spécialisés, notamment autour de tout ce qui est test basé sur la menace, où on va quasiment être en audit en continu, hein, en fait, sur nos différentes applications. Et là, on va avoir un vrai sujet de ressources à trouver, d'autant plus, alors on ne l'a pas évoqué, qu'on n'a pas que la CPR, hein, qui évidemment va s'occuper de s'assurer que DORA est bien appliqué et bien appliqué dans les délais. On a également l'ANSSI, qui ne compte pas totalement laisser la CPR s'occuper de tout, notamment sur les SI les plus critiques. Donc on peut avoir un certain nombre de contraintes liées par exemple aux qualifications nécessaires pour pouvoir opérer ces tests basés sur la menace sur nos SI les plus critiques. Donc ça veut dire typiquement des habilitations PASI, qui sont assez rares et qui sont d'autant plus rares si on parle de SI qu'on a beaucoup dans nos organismes qui sont du mainframe. Il y en a très très peu sur la place de Paris. Donc effectivement, là on va avoir un vrai sujet de ressources au global. Et puis peut-être juste un dernier point pour élargir un tout petit peu le scope. J'ai envie de dire que DORA, mais comme d'autres réglementations, doit s'envisager, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire avant tout comme, alors c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes, mais surtout essayer de le transformer, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, en opportunité, comme levier finalement pour évidemment avoir des budgets, ça c'est le nerf de la guerre, mais aussi avoir une visibilité du plus haut niveau au niveau COMEX, hein, finalement de la banque, pour remettre au premier plan les sujets de cyber et de résilience. Donc l'idée, enfin en tout cas, encore une fois, la stratégie que je conseillerais, c'est vraiment d'essayer de servir de ce prétexte, entre guillemets, comme levier de transformation et d'amélioration du niveau de sécurité globale de vos entreprises. Très bien, merci. Alors là, je vais poser la question qui tue, elle va être pour vous, Odile. La question qui tue, c'est est-ce que justement, en avançant sur ce projet DORA, est-ce que vous avez parlé d'analyse de gap, est-ce que justement vous avez détecté des gaps très importants dans ce que vous faisiez, ou est-ce que finalement, non, c'est business as usual? Alors, ce serait vraiment prétentieux de dire que c'est business as usual, parce que comme on l'a dit, en fait, l'apport de DORA, c'est vraiment cette résilience opérationnelle en prenant l'ensemble de la chaîne de production, y compris les prestataires des prestataires, etc., etc. Donc là, ça peut aller très loin en fait dans l'analyse, et c'est vraiment ça en fait qui transforme le point de vue, en tout cas chez nous. Garance l'a rappelé ce matin, on est dans un univers quand même qui est déjà très réglementé, donc on a déjà un certain nombre de cartes. Si on prend la gestion du risque, bon, c'est vrai que établissement public, c'est pas ce qu'on fait le moins bien, puisqu'on a déjà tout un tas de normes pour nous encadrer, donc ça c'est des choses qu'on a déjà. Là où on a un petit peu de travail, ça a été un petit peu dit par Frédéric, c'est aussi tout ce qui est tests de résilience, puisque les tests de résilience aujourd'hui, alors on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'audits techniques, de tests de pénétration, avant mise en production, pendant la vie finalement de l'application ou du système, on fait beaucoup de red team, de bug bounty, donc voilà, on a déjà un arsenal. Néanmoins, ça ne va pas jusqu'au bout en termes de prestations de prestataires, donc forcément là, c'est là où on a un grand changement, et c'est là où effectivement on risque peut-être d'avoir un engorgement au niveau des ressources, parce qu'on doit faire appel à des externes. Donc on va continuer nos programmes tels qu'ils sont, puisque c'est demandé par la réglementation, ça ne se substitue pas, pardon. Mais par contre, on va devoir creuser encore pour inclure les prestataires. Et ça, c'est un vrai changement. Et ça rejoint finalement le pilier qui va nous donner le plus de travail, je pense, c'est la gestion du risque de tiers. Parce que on a, donc tu parlais des contrats, effectivement on est en train de revoir des contrats, on a finalement une problématique de flux et de stock. C'est souvent comme ça en IT, hein, on a toujours une problématique de flux et de stock. Le stock de contrats, c'est tous ceux qui finalement n'arrivent pas à échéance bientôt et qu'on doit quand même renouveler ou faire un avenant pour dire voilà, maintenant il faut prendre DORA en compte.
Donc ça, c'est une discussion, c'est une négociation. Et puis, il y a tous ceux qui sont, j'allais dire, en flux. Tous les nouveaux contrats, au fil de l'eau, on inclut les clauses de DORA, ou alors ceux qui arrivent à échéance qu'on va renouveler, forcément, on va vouloir inclure DORA. Et ça, c'est un vrai levier. Dans les nouvelles clauses qu'on veut inclure, ça va être un vrai levier de négociation. Et puis le dernier point qui a été évoqué ce matin, et je suis contente qu'on en parle, c'est finalement les clauses de sortie des contrats. Alors c'est des choses désagréables dont on ne parle jamais, mais néanmoins, le contrat étant la base de la confiance, il faut bien en parler. Donc cette chose désagréable qui est comment je fais quand j'ai un SI et un fournisseur qui est finalement très présent dans mon SI, très interconnecté, qui a instancié des choses. Si jamais voilà, on n'est plus satisfait ou il ne respecte pas un certain nombre de points de la réglementation de DORA, ou il ne veut pas le faire parce que voilà, il ne se sent pas trop concerné, ça va être un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas dire, passez-moi l'expression, mais je pars avec mes données sous le bras et je vais les mettre chez quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est pas possible en fait. On est tellement imbriqués, ils sont tellement imbriqués dans notre SI pour certains, que c'est quand même assez difficile. Donc ça, c'est aussi des vraies questions, les clauses de sortie. Normalement, elles doivent être rédigées par les prestataires de services, mais elles ne peuvent pas être rédigées comme ça, sans que côté client, on ait vraiment aussi notre valeur ajoutée et notre analyse technique pour dire ça va être faisable, ou alors passez votre chemin, pas du tout. Ou alors ça prendra des années pour certains systèmes. Donc le core banking est quand même assez complexe. Donc c'est vraiment toute cette analyse qu'il faut mener. Et c'est pour ça que la partie clause contractuelle, c'est pas juste je prends des clausiers type, je les applique. Non, c'est beaucoup plus finalement compliqué que ça, parce que y a des secteurs où ça demande vraiment du travail. Et si ça devait se produire, finalement, ça coûterait beaucoup d'argent à la fin. Et donc, je rajouterai un petit point pour appuyer ce que j'allais reposer une question, mais non, mais allez-y. J'improvise, c'est naturel. Du coup, pour appuyer ton point, effectivement, et ce qui amplifie, c'est le move to cloud, justement. Et donc, historiquement, on était on-premise. Donc, les clauses de sortie, on va dire, chez nous, vis-à-vis de nous, bon, c'est moins important. Mais là, avec le Move to Cloud, effectivement, le fait d'être sur des prestataires externes de plus en plus importants et des gros sur le cloud, nous oblige à avoir une stratégie de sortie, entre guillemets, sur ces gros concurrents-là, qui, à mon sens, complexifie aussi, pour le coup, la réponse à cette réglementation-là, parce que stratégie de sortie par rapport, je ne vais pas les nommer, nos amis américains, c'est assez difficile à négocier, à mon sens. Justement, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous vivez toujours avec un plan B sous le bras, et donc typiquement le dual sourcing systématique, de façon à se dire, s'il y a un des fournisseurs qui défaille, je peux m'appuyer sur l'autre? Oui, alors on a une stratégie multi-cloud, on va dire, et puis avec du privé, du public, etc. Mais bon, il s'avère que c'est quand même les mêmes acteurs pour tout le monde. Donc pour le coup, bon, même si on essaie de diversifier pour réduire le risque, il y a potentiellement quand même un risque qui est important vis-à-vis de ça. Donc j'ai pas forcément la réponse d'ailleurs à cette question-là, pour le coup. Mais est-ce que si on quitte Pierre, on va chez Paul, puis si Paul, ça se passe mal, on retourne chez Pierre? En fait, bon, c'est un peu compliqué. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc effectivement, j'ai l'impression que vraiment la gestion des tiers fait partie des points les plus difficiles et les plus importants, en tout cas que DORA emmène. Bon, on a parlé de sponsorship, on a parlé aussi beaucoup de ressources, quelque part, puisque effectivement, il faut les bonnes personnes. On va arriver au bout de cette table ronde. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question et je vais vous laisser répondre dans l'ordre que vous voulez, comme ça, libre, le temps d'y réfléchir. Si vous deviez donner un conseil, chacun d'entre vous, à l'audience pour briller dans le déploiement de DORA, quel serait-il ? Je vais commencer, mais je vais répéter ce qui a été dit. Tu as parlé de sponsorship, toi aussi. Donc oui, sponsorship direction générale, c'est mieux. Et puis après, on apprend en marchant. Donc il
il faut, en tout cas, je rejoins ce qui a été dit, avoir une analyse cyber réglementaire, échanger beaucoup avec les pairs. Je pense que c'est important en tout cas, c'est important de circuler l'information et de donner des bonnes pratiques ou des mauvaises, entre guillemets, de discuter constamment, même si on le fait déjà depuis quelques temps. Je pense qu'il faut continuer à le faire et à l'amplifier. Hein. Donc, on a des modèles un peu différents de banques, d'entreprises, mais bon, il y a des points communs. Donc, voilà, je dirais ça, échange de bonnes pratiques, sponsorship et puis expertise, et vous en avez déjà parlé, hein, savoir avoir des personnes câblées un peu différemment que ce qu'il pouvait y avoir précédemment dans la cybersécurité. Très geek technique, mais là on se rend compte qu'il faut un peu de juridique, il faut des gens qui savent faire de la transformation à l'intérieur d'une entreprise, du change management. Donc en fait, avoir des skills un peu différents de ce qu'il pouvait y avoir auparavant dans ce type de métier. Voilà. D'accord, merci Frédéric. Oui, tout à fait, je suis en phase avec Philippe. Alors d'ailleurs, à ce propos, il y a des initiatives assez intéressantes. C'est vrai qu'au niveau interbancaire, en tout cas sur les grands acteurs de la place, on se parle beaucoup. Il y a des initiatives assez intéressantes aussi au niveau du campus cyber, où il y a un groupe de travail autour de la réglementation et de DORA qui fonctionne assez bien. Voilà, je pense qu'on le fréquente tous. Donc ça, c'est vraiment très utile et ça amène beaucoup de valeur. Je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner. Parce que surtout dans les plus petites entités, normalement dans les grandes banques de détail, on sait ce que c'est que la conformité et on sait un peu ce que c'est que la conformité cyber. Mais c'est vrai que pour les plus petites entités, on est peut-être un peu démuni face à DORA. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un certain nombre de prestataires spécialisés sur le sujet, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en ce moment, pour essayer de vous aider au mieux. Et puis je crois aussi qu'il ne faut pas se dire que mi-janvier 27, on va être full compliant, enfin totalement en conformité 25, pardon. Voilà le lapsus tout à fait. Je me disais qu'on avait gagné un délai d'un coup comme ça. On ne sera pas conforme à DORA, évidemment. Maintenant, notre objectif, c'est de présenter un plan crédible, des financements, une organisation, si jamais le législateur vient nous voir. Et effectivement, typiquement, on a un certain nombre de plans projets qui peuvent s'étendre jusqu'à 27. Mais voilà, tout ça est au sein d'une organisation relativement crédible sur toute la mise en conformité. Odile ? Alors, je ne vais pas redire, parce qu'évidemment, hein, je suis en phase avec Frédéric et Philippe. Moi, je dirais, en plus, n'oubliez pas d'embarquer les métiers. C'est vraiment clé parce qu'en fait, on est passé d'un programme de cyber-résilience à des programmes de résilience opérationnelle. Alors, la grande différence, en fait, quand moi je parlais de programme cyber-résilience, on me répondait oui, c'est ton problème, Odile, c'est bien, c'est de la cyber, ça tombe bien, c'est ton métier, voilà, super. Oui, certes, mais c'était la partie finalement technique. Là, on parle de résilience opérationnelle, ça veut dire aussi que si on a un système défaillant, les métiers vont prendre le relais aussi et jouer tout leur rôle. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut vraiment les accompagner pour se rendre compte qu'est-ce qui va se passer et comment je fais. Parce que la résilience opérationnelle, c'est pas juste je prends des données que j'aurais sauvegardées ailleurs, je vais reconstruire mon système. C'est vraiment le métier qui fonctionne aussi en mode dégradé. Donc je ne parle pas de revenir à papier-crayon, hein, mais on a d'autres systèmes. Et c'est vraiment le métier qui saura dire aussi, finalement, ça c'est absolument indispensable, c'est absolument critique, il faut le faire. Et ça, finalement, tant pis, ça peut attendre le jour d'après. Et donc, pour moi, ça a vraiment changé aussi la vision de la cybersécurité, dans le sens où on est passé à on est tous résilients et on est tous concernés. C'est aussi ce que disent en fait toutes les entreprises qui ont vécu des cyberattaques, hein, c'est que tout le monde était concerné au final. Hein. C'est de ça finalement dont on parle, et DORA c'est une partie technique, mais c'est 80% de métier en fait aussi. Et que ce métier soit les achats, le juridique, la RH, enfin voilà. On a parlé de ressources, c'est pas que de la technique. Et ça fait évoluer aussi nos métiers cybersécurité, enfin, tu l'as bien dit.
D'accord, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à l'un de nos trois intervenants? Oui, bonjour. Je rebondis sur un point qui a été évoqué en disant que ce projet réglementaire véhiculait des opportunités. Et je voulais savoir si, au gré de vos travaux, vous aviez identifié ces opportunités en termes de synergie ou en termes de fonctionner de façon différente qui pourraient justement générer des économies au travers de l'avancement des différents chantiers d'Aura. Puisque quelque part, ça a un coût, enfin, cette mise en conformité a un coût, mais potentiellement, on peut se dire qu'au travers de ce projet, il peut être utile de repenser la façon de faire, de faire différemment, d'associer des acteurs, de faire bénéficier, par exemple, lorsqu'on est une entité significative, de faire bénéficier des effets de groupe. Voilà, je voulais savoir aujourd'hui si ce travail avait été initié ou si synergies avaient été identifiées et quelles sont-elles et comment est-ce que vous les déclinez. Je vous remercie. Je peux peut-être commencer à répondre. Odile, tu l'as évoqué, les métiers. Alors, les métiers, historiquement, et l'IT, c'est proche, mais pour le coup, là, je pense qu'on a une opportunité d'avoir, en tout cas, avec cette nouvelle réglementation, une approche une synergie entre les deux, on va dire, notamment sur le niveau de service, comment on maintient ce niveau de service, s'il tombe, comment on le remet en place, et ça, sur des fonctions du coup critiques. Et donc, pour le coup, ça, pour moi, c'est une opportunité. Il y a des exemples. Il y a eu, par exemple, CrowdStrike cet été. J'ai pas voulu le mentionner. Voilà, on peut. Je pense que c'est un événement important qui nous montre que, en tout cas, effectivement, on peut avoir un système d'information qui tombe. Et donc, s'il tombe, on fait comment pour que les processus métiers puissent toujours fonctionner et se remettre en marche, en tout cas au fur et à mesure de la reconstruction. Donc ça, pour moi, c'est une opportunité d'avoir vraiment, on va dire, une entreprise qui marche de concert entre IT, métier, avec en tout cas un prisme sécurité, résilience, qui soit partagé entre les différents acteurs. Pour moi, c'est l'opportunité principale, et on voit que du coup, de par les attaques qu'on subit de l'extérieur, ça a un impact direct. Alors, on avait déjà eu le Covid, par exemple, qui nous avait obligés à avoir des usages de travail à distance, par exemple, dans l'urgence à l'époque, qui nous oblige à travailler là-dessus. Moi, je me souviens, pour donner une petite anecdote, que en 2020, quand on a eu notre première... en tout cas, premier confinement, excusez-moi, j'ai déjà oublié le terme, tellement c'est passé vite. En fait, on avait des problématiques de bande passante et que, pour le coup, on a été obligé de prioriser les utilisateurs, par exemple, d'une salle de marché vis-à-vis d'autres utilisateurs sur des métiers moins critiques. Donc ça s'est fait dans l'urgence et heureusement, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais ça, du coup, cette réglementation-là nous permet, en tout cas, d'avoir des plans de secours informatiques qui soient vraiment très bien organisés entre métiers et IT pour pouvoir répondre à soit des attaques, soit des événements extérieurs, ou un data center qui tombe, il y a eu des incendies chez OVH, par exemple. Et je ne l'ai pas mentionné non plus. Voilà, donc qui nous montre qu'en fait, il faut pouvoir gérer ces événements-là. Et donc pour moi, c'est ça l'opportunité principale. Alors, je répondrai avec 2 points. Le premier, c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai que la résilience est au cœur de Dora, et la résilience, intrinsèquement, qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à pouvoir continuer à délivrer un service à nos clients internes et externes. On continue à faire du business malgré éventuellement une dégradation ou un environnement défavorable. Donc ça,
le premier vecteur. Et puis, je crois que l'opportunité qu'on peut avoir, c'est aussi la rationalisation de notre SI. C'est vrai que tous les acteurs historiques ont un SI qui est extrêmement stratifié, quasiment sédimentaire, puisqu'on a des applications qui ont plusieurs dizaines d'années. Et c'est, je crois, l'occasion de... pas de renverser la table, mais en tout cas de remettre en question un certain nombre de choses et de peut-être optimiser un petit peu tout ça. Et c'est vrai également pour nos filiales, hein, parce que je pense qu'on a tous un certain nombre de filiales qui ont un niveau de maturité IT, et cyber, résilience, enfin tous les sujets d'Aura, un niveau relativement hétérogène. Donc je crois que ça peut être aussi un levier pour tirer tout le monde vers le haut et les aligner vers l'état de l'art. Alors juste pour ajouter, je ne pense pas que Dora nous fasse faire des économies, clairement. Je pense que c'était la question. C'est pas de. Non, mais on évoquait le fait de pouvoir peut-être réduire les coûts. Sur investissement, ouais. Voilà, de réduire les coûts. Par contre, ça structure beaucoup. C'est-à-dire que ça donne une colonne vertébrale à tout un tas finalement de pratiques qu'on avait ou qu'on a, parce que c'est des bonnes pratiques hein, en termes de cybersécurité, mais ça structure beaucoup. Et je pense que l'apport, il est aussi là. Ça donne du sens, ça donne, et puis ça permet aussi d'expliquer finalement à notre top management la cybersécurité en termes plus simples, puisqu'ils en voient les impacts. Et donc ça aussi, c'est une vraie opportunité pour conduire un changement. Oui, merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Et ce qui est très rassurant, c'est que les trois établissements bancaires que vous présentez, malgré leur spécificité, ont une approche qui est quand même assez harmonisée. La préoccupation, la question que j'ai, moi je suis un ancien de la direction générale du Crédit Agricole et un ancien régulateur, vous avez mentionné les relations avec la CPR et l'ANSSI. Et on sait que notoirement, l'ANSSI est sous-staffée. Lorsqu'on veut faire une habilitation, on est obligé de passer par un tiers qui va contrôler le cahier des charges. Donc c'est assez lourd. Et pour l'avoir vu sur d'autres sujets, lorsqu'on a affaire à plusieurs régulateurs, il y a un risque de surajouter une réglementation, des process, pour rassurer chacun qui a une culture très différente. Et pour l'avoir vécu avec l'ACPR et l'AMF, où on a vraiment demandé au Trésor, on a vraiment remonté très très haut pour qu'il y ait une articulation entre les deux autorités pour qu'elles puissent se parler et puis qu'on puisse avoir une ligne directrice assez unique. Comment ça se passe? Comment vous le ressentez-vous entre l'ACPR et l'ANSSI? Est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer les choses? Merci beaucoup. Alors, je peux effectivement répondre. Alors, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. On sait que la CPR et l'ANSSI ont finalement deux postures, deux ADN de régulateurs relativement différents. On sait que la CPR, et c'est pas leur faire offense, est dans une approche relativement réglementaire, dans le sens strict du terme, alors que l'ANSSI est plus dans l'accompagnement et dans la pédagogie. Ça ne les empêche pas de venir vous voir faire des audits de sécurité assez musclés, mais globalement, on est quand même sur une démarche qui est relativement pédagogique. Donc effectivement, on va avoir un vrai sujet de recouvrement à la fois des périmètres réglementés et des compétences de chacune de ces instances. J'en veux pour exemple le sujet NIS 2 qu'on n'a pas réellement évoqué, mais auquel potentiellement on va être soumis en partie en tant qu'établissement financier. Quid de ce qu'on appelle, alors c'est un peu un débat de juriste, Dora est la lex spécialiste de NIS 2, donc on n'a pas vraiment à l'appliquer, mais en fait on a quand même à l'appliquer sur les périmètres qui ne sont pas couverts par NIS 2 ou dans le cadre où NIS 2 serait mieux disant que Dora. Donc on a une vraie inconnue ici et pour l'instant en fait on n'a pas de réponse et c'est un vrai sujet, on n'a pas de positionnement clair de nos régulateurs aujourd'hui et c'est vrai que c'est un peu un sujet de préoccupation pour certains d'entre nous. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos retours d'expérience. J'ai une question concernant les 5 piliers de Dora. Est-ce que dans le cadre justement de votre feuille de route de mise en conformité, il y a des piliers que vous avez priorisés par rapport à d'autres et quels étaient justement ces critères de priorisation? Merci beaucoup.
Enfin, ils sont tous autant prioritaires les uns que les autres. Après, le niveau d'avancement n'est pas forcément le même. Le gap, comme évoqué, est différent suivant les piliers, mais on les priorise au même niveau. De toute façon, ils sont interconnectés, quelque part. Oui, aussi, mais effectivement, on est obligé de tous les faire. Donc, Après, oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, on est, que ce soit la partie reporting incident ou, enfin, voilà, ou la gestion du risque de tiers, de toute façon, on est obligé finalement de le faire. La question qui se pose, c'est encore une fois l'effort qu'il faudra faire pour être en conformité par rapport à la valeur ajoutée. Et voilà, sur certains piliers, moi je pense tout ce qui est gestion des risques, on est déjà plutôt bien à la Caisse des dépôts. On a un effort de formalisation à faire. Peut-être que la formalisation, au final, on n'arrivera pas au niveau 5 d'excellence par rapport à Dora. On arrivera au niveau 4 où on sera déjà très bien. Enfin, voilà, c'est plus je dirais, un terme de dosage et d'avancement qu'en termes de priorisation. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va vous remercier encore à nouveau, Odile, Philippe et Frédéric. J'espère que vous aurez profité des nombreuses informations qui ont été délivrées, que ça vous aura démystifié aussi un petit peu ce sujet, qui est certes vaste, mais intéressant.